Mais le pire est à venir. 3 ans plus tard, en 1991, l'histoire bascule. L'URSS, l'allié stratégique de l'Algérie depuis l'indépendance, s'effondre. Pour beaucoup d'observateurs, le destin de l'Algérie semblait scellé. Elle allait suivre la même trajectoire que la plupart des pays arabes, se réaligner sur l'Occident, accepter son hégémonie et chercher sa protection. C'était la voie de la survie politique, celle qu'ont choisie presque tous les régimes arabes dans ce nouvel ordre mondial dominé par les États-Unis. Mais l'Algérie, une fois de plus, a fait un autre choix. Elle a refusé de renier son indépendance stratégique. Elle n'a pas voulu troquer sa souveraineté contre une protection occidentale. Elle a préféré rester fidèle à son principe fondateur, ne jamais se soumettre. Le prix de ce choix fut colossal. Les années 1990 se sont transformées en une véritable décennie noire. Plus de 250 000 morts, une société brisée, une économie dévastée. Et que faisait l'Occident pendant que l'Algérie brûlait? Rien. Il n'a pas levé le petit doigt pour lui venir en aide. Au contraire, il a observé patiemment sa descente aux enfers, comme si la tragédie servait de leçon. Le plus troublant, c'est qu'au moment même où l'État algérien était au bord de l'effondrement, l'argent et les armes coulaient à flot, mais du côté des groupes terroristes. D'où venaient ces financements? Qui alimentait ces filières d'armement? La question reste ouverte, mais beaucoup d'Algériens y voient encore aujourd'hui une punition infligée à un pays qui avait refusé de rentrer dans le rang. Un pays qui n'a pas voulu abandonner sa ligne indépendante. Un pays qui, malgré tout, n'a jamais trahi son soutien indéfectible à la Palestine. 1997, la décennie noire n'est pas terminée. Les massacres ensanglantent encore les villages, les routes, les banlieues d'Alger. Le pays est à genoux, étranglé économiquement, assiégé de l'intérieur, abandonné de l'extérieur. Pour se relever, Alger a un besoin vital, attirer des investissements étrangers, relancer la machine économique. Et c'est précisément à ce moment de faiblesse qu'intervient une approche inattendue. Lors du Forum économique mondial de Davos, où l'Algérie est invitée pour la toute première fois, une main se tend, une main empoisonnée. Les services israéliens, avec Benjamin Netanyahou déjà à leur tête, flairent l'occasion. Ils cherchent à établir un premier contact en approchant Boualem Sansal, alors haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie. L'offre est alléchante, un soutien économique, des investissements, de l'aide à la reconstruction. En apparence, un pays à genoux aurait dû sauter sur l'occasion. N'importe quel autre gouvernement, confronté à une telle crise, aurait accepté au moins une rencontre discrète, une discussion officieuse. Mais l'Algérie, elle, a tranché sans hésitation. Réponse, un refus catégorique. Pas de discussion, pas de rencontre, pas même un échange officieux. Un non absolu. Car pour Alger, un principe prime sur tout le reste. La Palestine n'est pas négociable. Même dans le sang, même dans l'isolement, même dans la pauvreté, l'Algérie a choisi la dignité plutôt que la compromission. Aujourd'hui encore, l'Algérie reste intransigeante. Pas de normalisation, pas de relations commerciales, pas de reconnaissance d'Israël. Une ligne claire, sans ambiguïté, tenue depuis son indépendance. Et c'est précisément cette constance qui dérange. Alors, pour la salir, certains répandent des rumeurs. En coulisses, Alger collaborerait avec Tel Aviv, murmure-t-il. Mais ces accusations viennent toujours des mêmes, des régimes qui, eux, ont déjà franchi le pas de la normalisation. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à masquer leur renoncement. Parce qu'ils n'ont pas eu le courage de dire non. Alors ils tentent de rabaisser l'Algérie pour se rassurer eux-mêmes, pour justifier leur propre capitulation. Et pire encore, aujourd'hui, ce sont ces mêmes pays qui alimentent les campagnes de déstabilisation contre Alger. Pourquoi? Parce qu'ils rêvent un jour de la voir brisée, contrainte de se rabaisser à leur niveau. Mais l'Algérie, jusque-là, a tenu bon. Elle a payé le prix fort, mais elle n'a jamais plié. Certains disent encore, alors pourquoi l'Algérie ne prend pas les armes contre Israël? Pourquoi se limite-t-elle à la diplomatie? Mais ces critiques oublient une vérité essentielle. L'Algérie, elle, a déjà pris les armes. Dans les années 1960 et 1970, elle a envoyé ses pilotes, ses blindés, ses soldats combattre aux côtés de l'Égypte et de la Syrie contre Israël. Et la vérité, c'est qu'elle aurait même pu gagner cette guerre, si certains pays soi-disant alliés n'avaient pas trahi la cause arabe. On se souvient encore de la réunion des dirigeants arabes au Maroc, où les plans militaires avaient mystérieusement fuité vers Israël. Une trahison qui a coûté cher à la Palestine et au monde arabe tout entier. Et l'amertume ne s'arrête pas là. Car le plus douloureux dans cette histoire, c'est que même ce pays pour lequel l'Algérie a versé son sang, a fini quelques années plus tard par signer un accord de paix avec Israël. Pour Alger, la décision d'Anwar el-Sadat fut vécue comme une véritable trahison. En septembre 1978, au cœur des accords de Camp David, signés aux États-Unis, l'Égypte a choisi de tourner la page de la confrontation.
Et quelques mois plus tard, en mars 1979, un traité de paix officiel fut paraphé à Washington. L'Algérie a condamné avec fermeté cette démarche. Pendant plusieurs années, les relations entre Alger et le Caire sont restées glaciales, réduites au strict minimum. Car pour l'Algérie, cet accord n'était pas une paix, mais un bouclier offert à Israël, une protection stratégique qui lui permettrait de dormir tranquille sur son front sud. Et l'histoire a donné raison à Alger. Aujourd'hui encore, Israël se sait totalement à l'abri du côté de la frontière égyptienne. Même l'aide humanitaire pour Gaza est bloquée là, étouffée, empêchée de passer. Cet accord, présenté comme une paix, est devenu en réalité une garantie de protection pour Tel Aviv. L'Algérie, elle, n'a jamais trahi. Elle a payé le prix du sang. Elle a envoyé ses fils mourir pour une cause qu'elle croyait juste. Et quand d'autres ont choisi la capitulation, elle a choisi la constance. De cette expérience, elle a retenu une leçon essentielle. La guerre n'apporte rien de bon, si ce n'est le chaos et la division. C'est pour cela qu'aujourd'hui, même dotée d'une armée puissante, elle la destine uniquement à sa défense. Jamais pour attaquer. Son véritable champ de bataille est ailleurs, dans le droit international, dans la diplomatie, dans la légitimité politique. Et cette arme-là est redoutable, car elle prive Israël de ce dont il a le plus besoin, la reconnaissance, la normalisation, la respectabilité. En choisissant cette voie, l'Algérie n'a pas abandonné le combat. Au contraire, elle l'a rendu plus universel, plus durable et surtout plus juste. C'était CNM+, la chaîne qui tente tant bien que mal de préserver une trace de la véritable histoire, celle que d'autres cherchent à falsifier. Merci pour votre attention, pour votre fidélité, et n'oubliez pas, likez, commentez, partagez. C'est aussi une manière de faire vivre cette vérité et de la protéger contre l'oubli.